Cette petite histoire des francs est un travail personnel qui a été développé dans un but didactique pour mon propre compte, soucieux de comprendre notre société à partir de données historiques. Ce travail peut aider la plupart de ceux qui, comme moi, sont intéressés d'avoir une base synoptique, une vue générale, sur les socles à partir desquels les habitants de la future France ont émergé. Cette histoire commence en des temps reculés et se termine avec l'avènement des Carolingiens. Elle se compose de 3 parties. La première partie tente d'installer le contexte européen qui précède l'apparition des Francs. La deuxième partie traite de manière événementielle l'histoire rapportée des Francs saliens jusqu'à la mort de Clovis. La troisième partie traite plus succinctement de la dynastie mérovingienne qui succède à Clovis. L'apport de la culture gauloise à ce qui deviendra la France est relativement faible, bien moins que l'apport de la culture gallo-romaine, et encore moins que l'apport du christianisme qui, lui, va permettre à la France d'émerger. Cette émergence se fera par l'intermédiaire d'un peuple germain particulier qu'on appelle les Francs saliens. Un rappel général européen n'est pas sans intérêt pour rechercher l'émergence des Francs. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Comment ont-ils réussi? La première civilisation européenne historique est distinguée avec la civilisation celte de l'Hallstatt. Historique veut dire qu'elle est rapportée par des écrits, au demeurant tous exogènes, surtout grecs et romains. Cette civilisation est précédée par la culture chalcolithique qu'on définit par l'apparition de la métallurgie du cuivre. Du 6e millénaire jusqu'à l'apparition de l'âge du bronze, cette culture chalcolithique représente la dernière phase du néolithique. Ce qui distingue fondamentalement le néolithique du paléolithique qui l'a précédé est le fait que l'homme n'est plus seulement un exploitant des ressources naturelles, mais il est devenu un producteur. L'apparition d'une production agricole ainsi que de l'élevage et leurs conséquences, la sédentarisation, sont les caractéristiques du néolithique ancien. Avant le néolithique, on parle de paléolithique, qu'on qualifie d'âge de la pierre taillée, et qui correspond à la période des nomades chasseurs-cueilleurs. Producteur, l'homme du néolithique l'est aussi par son industrie néolithique. Comme son nom l'indique, l'industrie néolithique est de type lithique. C'est l'âge de la pierre polie. Elle est aussi osseuse, ces 2 premières industries étant héritées du paléolithique. Outre la production agricole et la domestication d'animaux, le néolithique voit l'apparition d'une industrie de production de textiles et surtout une industrie de production de poterie et de céramique par le travail de la terre cuite. Sans être une révolution en soi, le travail de la terre cuite nécessite néanmoins d'avoir acquis un art élevé de la maîtrise du feu. Et le développement du four de potier va donner l'occasion de développer la première métallurgie avec le travail du cuivre. Le cuivre et l'or sont connus. D'abord martelé, le cuivre sera fondu à 1000 degrés Celsius. Les pièces coulées dans des moules restent de taille modeste, étant donné la faible résistance du métal au choc. On moule des fibules, des clous, des aiguilles, tout au plus une dague. C'est pourquoi le cuivre n'a qu'un rôle mineur dans le développement de l'humanité. Cette industrie ne bouleverse donc pas les rapports sociaux entre les diverses populations. En Europe, la plus ancienne preuve connue du travail du cuivre date de -5500 et le site se trouve en Serbie. C'est vers 3700 que l'industrie du cuivre arrive en Europe de l'Ouest, tandis que sur les rives de l'Atlantique, on semble l'ignorer au profit de la production et du travail de l'or. Plus tard, les métallurgistes s'apercevront que du cuivre contaminé par 10% d'étain voit son point de fusion abaissé autour de 800 degrés, et surtout
que le produit qui en résulte est bien plus résistant. Ce sera le début de l'âge du bronze. En Europe, l'âge du bronze débute vers 2100 dans les Balkans et s'achève au IXe siècle quand commence l'âge du fer. C'est cet âge du bronze qui entraîne un bouleversement civilisationnel majeur. Des armes redoutables sont confectionnées, des épées, des poignards, des haches, des hallebardes, des casques et des armures, des jambières en particulier. L'insécurité s'installe dans le monde car c'est alors qu'apparaissent les transhumances guerrières. Ceci peut être dû au fait que, de par l'apparition de richesses non périssables, les lieux de production où se trouvent les artisans et les forgerons s'éloignent des lieux d'extraction où se trouvent les mineurs, eux-mêmes éloignés des centres d'échange, et qu'il y a alors nécessité d'assurer la sécurité des routes commerciales. Cette nouvelle organisation sociale débouchera sur une économie de type palatial, ou économie de palais, ou économie de redistribution. La valeur d'usage, le troc, fait place à la valeur d'échange monnayable. On voit également se développer des tombes individuelles qui traduisent l'émergence d'une élite sociale et non plus des tombes collectives du néolithique final. C'est peut-être à cause du sentiment d'insécurité que dès la fin du troisième millénaire, on voit apparaître une sédentarisation plus dense, avec des villages qui s'entourent d'enceintes défensives faites de grands fossés qui entourent l'espace habité. Cette caractéristique défensive fait qu'on parle à présent d'une civilisation campaniforme. Cette civilisation se distingue de par leur poterie décorative et une organisation sociétale aux règles strictes. Les rites funéraires sont très ordonnés. L'inhumation se fait en position fœtale. Les sépultures sont individuelles et la position du corps dépend du sexe. Les hommes regardent vers le nord, les femmes vers le sud. On y dépose des armes et des gobelets. On consomme de l'hydromel et de la bière. Il existe une idéologie campaniforme avec des valeurs centrées sur le prestige, le pouvoir et un réseau de communication qui se démarque des autres sociétés de l'époque. C'est à cette culture que l'on doit la construction du site de Stonehenge. Il est probable que ces édifices mégalithiques servaient de calendrier solaire et lunaire pour l'agriculture ou les fêtes religieuses. Les dolmens et les menhirs servaient aussi de stèles. Le fameux Otzi, retrouvé dans les glaces des Alpes, fait certainement partie de cette culture. Les ménages du bronze ancien semblent similaires à ceux de la Grèce classique et à la famille romaine, qui comprennent à la fois la famille et les esclaves. Au cours du deuxième millénaire, de nouvelles migrations humaines arrivent en Europe de l'Ouest, peut-être des proto-celtes, comme les Aquitains, les Armoricains, les Ligures. Les Ligures viennent de Russie ou de la mer Noire. Ils construisent de nombreux villages lacustres sur les bords de lacs alpestres et sur les rives de la Méditerranée. La civilisation campaniforme s'écroule vers -1100 sous les assauts des Italiotes, des Corsi et des peuples de la mer, puis par la suite à cause des incursions celtes et des Ibères. L'extinction rapide de cette culture fait penser à certains auteurs qu'elle serait de type génocidaire, avec massacre des hommes et viol des femmes. Leur déclin amène un nouvel âge, celui du fer, avec l'installation des Celtes dans toute l'Europe. La civilisation celte est contemporaine de la civilisation grecque et de la civilisation romaine. Son berceau semble être l'Hallstatt. C'est une civilisation de l'âge du fer, elle s'étend du Xe au Ve siècle. Elle se distingue par l'apparition en Europe de sites fortifiés, les oppidums, généralement bâtis sur les hauteurs et qui sont appelés à être dirigés par une aristocratie guerrière. Les chefs sont peu nombreux,
Ils sont extrêmement riches et se font enterrer avec un maximum de matériel en rapport avec leur puissance. On leur attribue le titre de prince. Il n'est pas sûr que l'ensemble des Celtes ait eu l'impression de constituer une civilisation unique. En effet, ce n'est qu'à travers les regards extérieurs, ceux des Grecs puis ceux des Romains, qu'on leur attribue une unité civilisationnelle. Dans cet espace celte, celui des Gaulois n'a lui non plus aucune unité politique. Il est de même constitué d'une juxtaposition de petites principautés. La femme celte est coquette, l'homme, lui, est passionné. Leurs mœurs sexuelles sont libres, d'où l'absence de prostitution chez les Celtes. Au début du VIe siècle avant Jésus-Christ, le peuple gaulois a des contacts avec le monde méditerranéen. Marseille est déjà grecque. Il existe des comptoirs phéniciens en Sardaigne. Les céramiques étrusques s'exportent dans tout le bassin méditerranéen. Le monde gaulois, quant à lui, fournit à la Méditerranée toutes sortes de marchandises et surtout des esclaves et des mercenaires. Le commerce gaulois est dirigé par les aristocrates gaulois qui consomment du vin apporté de Méditerranée. Ils délaissent la cervoise, réputée moins noble et réservée au peuple. La civilisation de l'Hallstatt disparaît au milieu du Ve siècle, sans doute avec l'arrêt des échanges commerciaux d'avec le monde méditerranéen. Après la disparition de la civilisation de l'Hallstatt, celtique, apparaît à la fin du Ve siècle une société beaucoup plus guerrière que celle de l'Hallstatt, qu'on appellera la civilisation de l'Athènes et qui s'étend de 450 à 25 avant Jésus-Christ. Les progrès de la métallurgie aboutissent à la confection d'armes de fer de grande qualité que les archéologues comparent aux sabres des samouraïs produits à partir du XVIIIe siècle. Ces armes font des Gaulois les mercenaires les plus recherchés dans le bassin méditerranéen. Les Gaulois se découvrent le goût pour la conquête. En 390, Rome est pillée par le Gaulois Sénon, nommé Brennus, originaire de la région de Seine-et-Marne. Il restera plusieurs mois dans la ville de Rome. D'autres populations gauloises s'implantent dans la plaine du Pô au détriment des Étrusques, et dès lors cette région sera appelée la Gaule cisalpine par les Romains. En 279, une grande expédition celtique venue des Carpates et estimée au total à plus de 100 000 hommes avec femmes et enfants, descend jusqu'en Anatolie où sera fondée la Galatie. Au passage, la Delphes grecque est saccagée. À l'époque de l'Athènes, certaines populations gauloises frappent leur propre monnaie en imitant celle des Grecs de Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand. La pensée gauloise va être très influencée par la pensée grecque au 5e et 4e siècle. Les druides gaulois ressemblaient aux philosophes pythagoriciens. Ils croyaient en la métempsychose, la réincarnation, une thèse défendue par Pythagore, lequel a vécu entre 580 et 495, et les druides se mêlaient aussi de la politique. L'ultime transformation gauloise s'opère avec l'expansion romaine à partir du IIe siècle avant notre ère. Les Romains repoussent les Gaulois de la Gaule cisalpine. Ils traversent les Alpes méridionales et conquièrent la Provence et la région de Narbonne. Très vite, dès le IIe siècle, à l'intérieur de ces territoires gaulois, le pouvoir des druides diminue. La tradition orale ne fait plus le poids face à l'écriture. On assiste à une adhésion rapide des Gaulois qui adoptent la démocratie de type romaine. L'aristocratie gauloise et des élites locales nouent des accords de paix, d'alliance ou d'amitié avec le Sénat républicain romain. L'aristocrate, autrefois guerrier, devient un bienfaiteur de la cité et prend en charge les besoins, le réseau des eaux usées, la construction de temples et de monuments, les voies et les routes. C'est ce qu'on appelle l'hébergétisme. L'aristocrate local espère en retour une reconnaissance, voire un prestige de la part de l'empereur de Rome. C'est-à-dire que, bien avant Jules César, une grande partie du territoire gaulois du Sud est romanisée.
On comprend mieux comment Jules César conquiert la Gaule aussi rapidement, en quelques 6 années, car les divisions entre peuplades gauloises sont importantes. Certaines sont alliées ou amies de Rome, les autres pas. Les 3 Gaules réunies par César, l'Aquitaine, la Belge et la Lyonnaise, seront une province exemplaire d'intégration au sein de l'Empire romain. Le legs romain à la Gaule est institutionnel et va rester vivace bien après la disparition en 476 de l'Empire romain d'Occident. Les Gaulois découvrent en effet la notion d'État et la notion de la République dans laquelle le droit commun est privilégié sur le droit individuel. L'État est au service du peuple et c'est pourquoi il a le droit d'émettre le droit, la monnaie, de rendre la justice, de collecter les impôts, d'exercer la diplomatie, de surveiller les cultes. C'est parce que l'État est le serviteur du peuple que l'État existe. Le droit est désormais écrit et non plus dit. Chacun est ainsi assuré d'être jugé comme ses pairs. À partir de 212 après Jésus-Christ, l'empereur Caracalla accorde la citoyenneté romaine à tout homme libre de l'Empire, libre voulant dire payant l'impôt. Dès lors, on se sent plus romain que gaulois. Cette romanité est fondée sur l'écriture, l'urbanisation et sur une croyance commune de vénération à l'Empire. Tant que la romanité l'emporte, les Gaules n'étaient qu'une région de l'Empire et n'avaient aucune raison de devenir la France. Alors qu'en est-il des Francs ? Jusqu'alors, on ne comptait pas les Francs. Existent-ils vraiment ? Pour comprendre le phénomène des invasions barbares, il faut comprendre ce qui se passe au IIIe siècle de notre ère lorsque l'Empire romain entre dans sa période dite du Bas Empire ou Antiquité tardive. Il y a lieu de considérer que l'édit de 212 dit de Caracalla, le fils de Septime Sévère, pourrait être une source d'inspiration à certains Germains de devenir libres au sein de l'Empire romain. Après tout, quand ils regardent les Gaulois, ils ne semblent pas se plaindre de leur romanité. Or, à partir de 230 de notre ère, arrive une période d'instabilité du pouvoir à Rome. C'est une véritable guerre civile avec des légions qui se révoltent aux frontières de l'Empire, surtout au nord, moins en Orient. C'est la période trouble de l'anarchie militaire ou période des empereurs soldats qui succède à la dynastie des Sévères. Cette période persistera jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Dioclétien en 284, qui devra réformer en profondeur les institutions romaines. Cette période met un terme à l'expansion de l'Empire, ce qui va avoir des conséquences économiques, politiques et démographiques de grande importance. Le système de production, essentiellement rural, la Gaule est le grenier à blé de l'Empire, ce système de production est basé sur l'esclave à bon marché. L'esclave, c'est celui qui est fait prisonnier lors des conquêtes ou des razzias menées à l'extérieur de l'Empire. Ce système basé sur l'esclavage est bouleversé, car les guerres étant désormais intérieures, on voit mal faire esclaves des citoyens romains. Ce sera d'ailleurs la même chose qui entraînera le déclin de l'Empire carolingien. L'arrêt de l'expansion militaire entraîne l'arrêt de la traite des esclaves. Les grandes fermes romaines deviennent alors plus coûteuses, donc moins rentables. Le système productif entre ainsi en crise et cela entraîne une crise économique majeure. Du fait de la diminution des ressources fiscales, l'empereur a tendance à augmenter l'impôt. Les populations gauloises ne tarderont pas à entrer en révolte et formeront ce qu'on appelle des bagaudes, des bandes armées de paysans sans terre, d'esclaves et de soldats déserteurs. Certaines régions, pas toutes, sont en proie à des brigandages endémiques. De surcroît, la crise entraîne une malnutrition et les organismes se fragilisent. Il apparaît alors des épidémies. La population gauloise diminue de 20% du fait des maladies, mais surtout à cause de la baisse de la natalité consécutive à la fuite de la population paysanne, les hommes rejoignant en masse les bagaudes. Face aux Gaulois, qui ne peuvent plus payer l'impôt, l'Empire va tenter de faire des économies en réduisant les effectifs militaires, en particulier ceux du limès du Rhin.
De l'autre côté, les Germains s'en rendent immédiatement compte et la frontière nord de l'Empire se met à craquer. En 276, une grande invasion germaine, franque et allemande a lieu et les barbares ravagent la Gaule. Ils poussent jusqu'aux Pyrénées avant de rentrer avec leur butin. Face à ces incursions germaines, la solution trouvée par l'empereur est de placer des Germains au nord de la Gaule comme soldats étrangers pour la défense du territoire. Puis, à partir de la fin du IIIe siècle, avec Dioclétien, les empereurs se déplaceront eux-mêmes aux frontières de l'Empire. C'est cela qui marquera le véritable début de la partition de l'Empire romain. Éloignés de Rome et engagés à la défense des frontières, beaucoup de généraux romains se feront déclarer empereurs par leur légion. On verra donc apparaître ici et là des usurpateurs qui s'auto-déclarent empereurs. L'Empire tente désespérément de réformer l'administration dans le but de contrôler le paiement de l'impôt. Dans l'ensemble de l'Empire, les fonctionnaires passent de 300 au début du IIIe siècle à 30 000 au début du IVe. Pour faire payer l'impôt, l'empereur romain privilégie la répression. Non pas la peine de mort, mais surtout la mutilation. Couper le nez, couper les oreilles, mettre du plomb fondu dans les blessures. Et pour forcer le repeuplement, on interdit les divorces, les viols, les rapts et l'adultère. Il est facile de comprendre qu'embaucher des barbares pour se protéger des dangers extérieurs et pratiquer la répression pour se protéger des dangers intérieurs aura un prix inestimable. C'est Dioclétien, empereur entre 284 et 305, qui aura la puissance de réformer en profondeur le système fiscal. Son système se basera désormais sur l'impôt foncier. Or, autant il est facile d'y soumettre les grands propriétaires, autant il sera difficile d'y soumettre le petit paysan. En effet, à contrario des grands propriétaires, le petit paysan n'a pas grand-chose à perdre. Il peut facilement partir rejoindre les bagaudes ou bien se cacher quand le collecteur d'impôts pointe son nez. C'est pourquoi Dioclétien interdit aux petits paysans de quitter leurs terres et les oblige à payer l'impôt aux grands propriétaires du coin. C'est l'invention du servage. À partir de ce moment, les cités gauloises qui jadis, au temps de l'hébergétisme, étaient gérées gratuitement par les notables soucieux de se promouvoir envers l'empereur, deviennent difficiles à administrer. C'est la disparition des curies, des sortes de conseils municipaux, qui se réunissaient en assemblée aristocratique locale. Car les notables ont plutôt intérêt à se convertir en fonctionnaires collecteurs d'impôts et, n'ayant plus de moyens, ils délaissent l'entretien de l'infrastructure. C'est ainsi que les monuments tombent d'eux-mêmes en ruine, et non pas à cause des invasions barbares. Selon le même esprit, les notables préfèrent se construire d'énormes villas gallo-romaines plutôt que d'embellir leur ville. C'est la fin de l'hébergétisme. Il y a donc un bouleversement de la société gallo-romaine à partir de ce IIIe siècle. Ce bouleversement s'accompagne de la généralisation du christianisme, lequel verra sa confirmation avec Constantin au début du IVe siècle. Le christianisme est une religion de la ville, avec des évêchés autonomes, et de ce fait, il va pouvoir survivre à la disparition de l'Empire. L'Église reconnaît à l'empereur le droit de réunir les conciles, de définir l'orthodoxie, et le nomme lieutenant de Dieu sur terre. Ceci va également survivre après l'Empire. On retrouvera en effet cet état d'esprit avec le sacrement des Carolingiens. De cet empire romain en crise, qu'on appelle le Bas-Empire, émergent trois grands corps de l'État, l'Église, l'administration et l'armée. L'Empire est heureux que les évêques assurent le fonctionnement de la cité à la place des notables, du fait de la disparition des curies, car il fait l'économie de fonctionnaires. Au temps de l'hébergétisme, l'aristocratie se souciait du fonctionnement de la cité pour montrer son prestige au sein de la cité. À présent, ils font des donations pieuses à l'Église et c'est à l'évêque d'assurer ce fonctionnement. Ce sont donc désormais les évêques qui construisent des hospices, entretiennent les réseaux d'eau, nourrissent les prisonniers, jusqu'à obtenir le droit de tenir un tribunal. Les évêques, de par leur compassion chrétienne, sont beaucoup moins violents que les juges romains qui, eux, n'hésitent pas à mutiler. Cette justice de paix
inconnue du droit romain, amène une certaine accalmie dans les sociétés gallo-romaines qu'il faut bien dire était très violente. L'Église essaye de conserver l'Empire et par la suite, elle rapportera au monde médiéval une grande partie des traditions impériales. C'est ainsi que de cette antiquité tardive des 3e, 4e et 5e siècles donnera à la future France son socle mental et son socle intellectuel. Et ce sera aux Francs que va revenir le devoir de fournir un territoire à cet esprit christiano-gallo-romain.